Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire de Matincourt et ses 850 administrés, maire socialiste, également vice-président de la communauté de communes de Mirecourt-Nompère et secrétaire de l'association des maires ruraux des Vosges, Jory Souriau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Question rituelle, mais qui a davantage de sens vous concernant. Comment allez-vous ? Alors ça va mieux. Oui, effectivement, j'ai vécu un événement assez douloureux en janvier dernier. Ça a été pour moi un épisode violent et surtout d'une violence glaçante. Voilà, j'ai été agressé et menacé de mort. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que... Ouais, on va rappeler les faits quand même parce que tout le monde n'a peut-être pas suivi. On est le 10 janvier, vous êtes appelé en soirée, hein, c'est ça, oui. Sur une intervention. Un jeune individu visiblement alcoolisé trouble l'ordre public, comme on dit. Vous arrivez sur place et que se passe-t-il ? Et donc voilà, j'ai été pris à partie. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que mon véhicule m'a protégé physiquement et cet individu a fracassé une bouteille d'alcool sur mon pare-brise et m'a menacé de mort. Et j'ai pu quitter les lieux et me rapprocher de la gendarmerie locale pour m'y réfugier et me protéger. Donc quelqu'un connu, alors pas résident de Matincourt, mais sa famille est à Matincourt. Vous attendiez beaucoup d'une comparution immédiate exemplaire, hein, puisqu'on vous avait appelé il y a quelques semaines pour nous dire que votre engagement politique allait être en tous les cas en partie dépendant de la réactivité de la justice. L'individu a été condamné, n'est pas en prison aujourd'hui, mais sous bracelet électronique et interdit de séjour jusqu'à janvier 2027 dans votre commune, c'est ça ? Oui, c'est ça. La justice a répondu rapidement. Voilà, en 3 semaines, l'individu a été jugé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Ce n'était pas un simple administré qui était mécontent. C'est vraiment très sérieux et pourtant à Matincourt on s'est dialogué, écouté et là en l'espèce voilà c'est pas un simple administré comme je le répète qui serait défavorable à une décision municipale ou du maire voilà et aujourd'hui voilà la justice a répondu alors avec fermeté quand même parce que la décision qui a été prise le jugement qui a été rendu est fort, mais ça interroge quand même beaucoup sur le statut de l'élu et la protection des élus aujourd'hui. Alors on va en parler plus généralement. On n'est pas là pour commenter une décision de justice. Malgré tout, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous avez été déçu ? Est-ce que vous êtes plutôt soulagé ? En quelques mots, hein, encore une fois, on ne va pas commenter. Non, alors pas une déception. Voilà, parce qu'avec le recul, la décision qui a été prise par la justice, elle est forte quand même, elle a du sens. Mais on s'aperçoit quand même qu'entre ce qui est décidé au niveau national et ce qui est vécu localement, on constate une certaine différence. La loi a été renforcée. Aujourd'hui, voilà, la loi, à mon sens, n'a pas été appliquée à la lettre en ce qui me concerne. Même si, je le répète, voilà, la justice a agi de manière rapide et forte. Alors on voit derrière nous des images du maire de Noncières. On a eu aussi des menaces de mort à l'encontre du maire de Gironcourt, Yannick Villemain, qu'on avait reçu ici même. Est-ce que vous diriez qu'il y a une atmosphère, quelque chose de nouveau, ou est-ce que, loi des séries, ou en tous les cas, statistiquement, on ne constate pas une inflation démesurée des violences physiques ou verbales à l'encontre des maires ? Comment vous jugez la situation, vous ? Alors c'est vrai que le maire... Il est en prise directe avec la population. C'est un élu de proximité, et d'autant plus en ruralité, dans les petits villages. Et c'est l'élu préféré, on le dit dans tous les sondages, l'élu préféré des Français. Hein. Mais c'est aussi l'élu qui connaît une montée des violences de plus en plus forte. Et aujourd'hui, on a besoin effectivement d'une réponse qui soit forte. Alors, moi, j'ai eu effectivement le soutien de Michel Fournier, le président de l'association des maires ruraux de notre département et de France, qui m'a beaucoup soutenu et qui a œuvré aussi auprès des autorités compétentes pour agir rapidement et aussi faire remonter au plus haut lieu les difficultés que vivent les maires au quotidien. Alors, malheureusement, je suis un exemple parmi tant d'autres. Je sais que beaucoup de collègues, et même dans le département, subissent des violences. On le constate depuis plusieurs années. Alors, soit c'est des atteintes physiques, verbales, mais c'est une situation qui ne peut pas continuer. Le maire représente la République et ne peut pas être attaqué comme cela, mais comme un citoyen lambda. Donc vous êtes maire depuis 6-7 ans. Est-ce que vous sentez que c'est de pire en pire malgré tout ? C'est important. Ou est-ce que c'est du ressenti ou, encore une fois, je le disais, la loi des séries ? En tout cas, moi, je pensais avoir vécu beaucoup de choses dans mon mandat depuis décembre 2016. Et ce qui s'est passé le 10 janvier dernier, c'est une étape supplémentaire et qui a porté un coup à mon engagement public. Et aujourd'hui,
je le répète, la montée de cette violence est de plus en plus forte. Alors il y a une exigence aussi de la population locale, mais c'est aussi un reflet avec des moyens qui sont de plus en plus réduits pour les maires, et on constate, surtout en ruralité, des difficultés en termes d'accès aux services publics, et parfois tout cela fait que la mayonnaise, elle monte, explose, et celui qui est en première ligne, je le répète, c'est le maire. Alors, vous l'avez évoqué, vous avez été soutenu largement par l'Association des maires ruraux des Vosges, dont vous êtes le secrétaire, qui tenait son assemblée générale samedi du côté de Darney. Est-ce que cette problématique, d'ailleurs, a été évoquée, des violences physiques et verbales à l'égard des maires? Elle a été évoquée partiellement. Donc, moi, On rappelle qu'il y avait la ministre des Ruralités, enfin une ministre déléguée à la ruralité, Françoise Gatel, qui était sur place. On va en parler dans un instant. Oui, tout à fait. J'ai pu échanger quelques mots avec elle, notamment par rapport à ce que j'ai vécu. D'ailleurs, elle m'avait appelé quelques jours après mon agression pour me témoigner son soutien. Alors, c'était pas le thème de l'Assemblée générale, mais effectivement, le sujet a été évoqué quand même partiellement, voilà, parce que la protection des élus, c'est un sujet quotidien et très important, et qui associe tous les services de l'État, la préfecture, mais aussi la justice avec le procureur de la République. Alors le thème, c'était l'avenir est dans le pré, parce qu'on parle beaucoup de la ruralité en ce moment, toutes les collectivités s'y sont collées, le département, la région, etc. Comment vous, de l'intérieur, vous voyez tout cela? Est-ce que c'est une espèce d'effet de mode avec les guillemets qui s'imposent, ou est-ce que véritablement on essaye de tenir compte de la spécificité de la ruralité, baisse démographique, retrait des services publics, mais volonté de ne pas tout laisser filer? Alors, la ruralité, en France, est une composante très importante. Et nous, l'association des maires ruraux, défend toujours une ruralité qui soit forte, vivante, et qui soit aussi riche en projets et en transition. Et la présence de Madame la ministre Françoise Gatel pendant 2 jours, la semaine dernière, sur notre département, c'était aussi un moment très important pour parler, pour mettre en lumière les opportunités, les atouts de notre ruralité vosgienne. Il y a un laboratoire de la ruralité qui a été créé, et ce laboratoire de la ruralité mobilise de nombreux acteurs de terrain pour notamment proposer et expérimenter des projets, mais aussi innover, parce qu'en ruralité, on sait innover. Et c'est important de mettre en lumière la ruralité, parce qu'en ruralité, on a des difficultés qu'on doit résoudre, mais on a aussi des atouts. Et la présence de la ministre, ça a permis de mettre cela en avant. Oui, c'est le mot d'ordre de Michel Fournier, qu'on avait reçu ici même il y a très peu de temps. C'est cette ruralité positive, c'est ça que vous voulez mettre en avant. Alors, il y a des outils, notamment Village d'avenir. Aujourd'hui, c'est 64 villages vosgiens, me semble-t-il. Il y en aura 10 de plus, dont on ne connaît pas encore la liste. Pour vous, quel premier bilan vous faites de ce dispositif? On va rappeler que Village d'avenir, c'est de l'ingénierie proposée aux communes rurales. Donc, pas d'argent pour l'instant en jeu, ou en tous les cas, pas à ma connaissance. C'est un regret que vous avez? Il faut maintenant mettre les moyens en face de l'aide d'ingénierie? Alors, Village d'avenir, c'est un exemple concret d'un dispositif qui est issu du laboratoire de la ruralité dans les Vosges. Et Village d'avenir, c'est un accompagnement stratégique et technique très important pour les petites communes qui ne disposent pas d'ingénierie nécessaire. Dans des petites communes, et ce n'est pas péjoratif de dire cela, il y a un pas manque, forcément les compétences humaines pour monter des dossiers. Compétences humaines et techniques pour pouvoir effectivement mener des dossiers qui parfois sont très importants. Mais aujourd'hui, ce dispositif va devoir évoluer vers de l'accompagnement financier. Si les aides financières derrière ne suivent pas, si les accompagnements financiers ne suivent pas, les projets ne pourront pas se concrétiser. Et l'accompagnement de tous les acteurs, que ce soit l'État, département ou région, les communes en ont besoin pour concrétiser leurs projets. Donc pour vous, il faut qu'on accélère d'un point de vue financier pour effectivement apporter de l'aide, c'est bien, mais il nous faut du concret et du sonnant et trébuchant, comme on dit. Tout à fait. Michel Fournier avait et initie toujours cette volonté-là de pouvoir avoir des accompagnements financiers derrière pour concrétiser ces projets, parce qu'en ruralité, on a tout le temps des projets, on a beaucoup de projets. Mais je le répète, c'est les moyens qui derrière ont du mal à suivre. Alors on sait qu'on est dans une période difficile, mais on doit effectivement pouvoir accompagner les communes et les habitants indirectement. Tout à l'heure, je parlais de services publics. C'est très important aujourd'hui pour une égalité territoriale de disposer de services publics de proximité. On est par exemple aujourd'hui dans une période aussi où on parle de la carte scolaire et la suppression de classes, voire même d'écoles. Juste à côté de chez vous, à Imont par exemple. Tout à fait, à Imont.
tout ça, ça contribue au recul du service public, à la défiance que les habitants ont à l'endroit des politiques. Et on doit trouver ensemble des réponses concrètes de terrain. Et le maire est un des relais précieux. La commune, c'est le premier maître de la démocratie. Appuyons-nous sur le maire pour développer des projets de proximité. Allez, il nous reste 6 minutes, il faut qu'on brasse un petit peu plus large. Donc vous êtes un des rares élus, un des rares maires en tous les cas, qui n'est pas sans étiquette. Moi j'en reçois tous les lundis qui me disent beaucoup qui sont sans étiquette. Vous êtes militant socialiste depuis vos 16 ans. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Est-ce que ça change quelque chose dans votre gestion ou est-ce qu'on oublie complètement que le maire est socialiste? En quelques mots. Hein. Non, pas du tout. Moi, vous savez, je suis adhérent au Parti socialiste, j'ai des valeurs qui sont de gauche, je ne le cache pas, mais au quotidien, quand on est maire, on n'est pas maire d'un clan, on n'est pas élu d'un groupe de personnes, et je travaille au quotidien avec de nombreux élus. L'exemple aussi concret, je travaille de manière intelligente avec Nathalie Babouo pour le territoire, et tout cela, effectivement, on doit un peu dépasser tous ces clivages. Alors, les partis politiques sont importants parce qu'ils structurent la vie politique au niveau national, mais quand on travaille au local, on doit être intelligent pour pouvoir travailler ensemble et rassembler les synergies au service de notre territoire. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a de moins en moins de maires qui sont susceptibles de tenir ce discours-là en disant bah voilà, je fais partie d'un parti et je l'assume. Alors on va parler au niveau national de la situation de la gauche, bien entendu, avec le NFP qui a eu des résultats probants, mais ça a fonctionné sur un scrutin. On s'aperçoit que la cohabitation entre toutes ces composantes est de plus en plus difficile. Votre conviction à vous, en quelques mots, est-ce que cette union de gauche est d'ores et déjà morte? On sent bien que, notamment dans votre parti, le Parti socialiste, il y a quand même une aile qui prend de plus en plus la parole, qui veut se désarrimer de cette alliance-là. On a un Parti socialiste qui s'affirme. C'est rare. Du moins on ne l'a pas connu ces dernières années, mais on a un Parti socialiste qui s'affirme au sein de la gauche. Et je pense que c'est important, dans le cadre d'une union de la gauche, d'avoir un Parti socialiste qui soit fort. Mais moi, par contre, je refuse toute union sans cohérence. Aujourd'hui, on a eu des accords électoraux circonstanciels, et tout cela, c'est ce que rejettent les Français. Donc vous en voulez à cet homme-là, à Olivier Faure, votre premier secrétaire aujourd'hui, pour vous, il est allé trop loin? Du moins, j'ai une déception vis-à-vis d'Olivier Faure. Alors, une déception pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, on voit qu'Olivier Faure aussi entame un peu un revirement de la situation. Le congrès du Parti socialiste approche aussi. Est-ce que c'est dans cette optique-là? Et il va se retrouver de nouveau face à Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, qui a annoncé sa candidature. Entre les deux, vous avez décidé vers qui vous tendriez? Alors pour l'instant, je n'ai pas pris de position. On va attendre de voir quels seront tous les protagonistes de ce congrès et les personnes qui prétendent effectivement à prendre la tête du Parti socialiste. C'est la revanche de 2023. Hein. Les deux étaient déjà l'un contre l'autre et ça s'est joué à peu de choses. Oui, mais surtout ce que j'attends de ce congrès, c'est surtout qu'il y ait un débat, un réel débat et surtout pas un pugilat. Je le disais, le Parti socialiste aujourd'hui s'affirme de plus en plus et on doit effectivement continuer à apporter des réponses concrètes, de terrain, de proximité. On parlait de ruralité tout à l'heure, le Parti socialiste n'en parle pas assez. Aujourd'hui, la ruralité, elle est très importante et les difficultés qu'on trouve en ruralité, c'est des difficultés qu'on retrouve au quotidien. Il ne faut pas qu'on arrive à opposer la ruralité et la ville, mais le Parti socialiste a du mal à prendre aussi effectivement ce thème-là. Plus ou moins clairement abandonné au Rassemblement national, en se disant il y a peu de voix à aller chercher là. On ne va pas faire preuve de trop de cynisme, mais il y avait un petit peu de ça, vous le savez bien. Beaucoup de partis politiques ont abandonné la ruralité à tort, et aujourd'hui, on constate effectivement une ruralité qui est donnée, laissée aux extrêmes, et c'est pas possible. On ne peut pas, nous en ruralité, attendre des solutions qui ne viendront jamais de la part des extrêmes. Allez, toute dernière question sur le plan national. Vous êtes favorable à une primaire la plus large possible en vue des présidentielles 2027 avec du centre-gauche, on va dire, à la gauche de la gauche? Oui, il faut une primaire qui soit large, il ne faut pas une primaire uniquement au sein du Parti socialiste, ça n'aurait pas de sens. Le rassemblement, il a toujours un intérêt. Mais, je le répète, il faut effectivement qu'il y ait une union, une réelle union, et pas simplement une primaire en vue d'accords futurs électoraux, parce que ça, je le répète, c'est ce que ne veulent plus les Français. Donc un programme avant les hommes, ou les femmes en tous les cas, c'est ça. Il faut se mettre autour de la table et définir un programme le plus rassembleur possible.
Alors chez vous à Matincourt, une chaufferie, on revient au local, hein, une chaufferie bois singulière a vu le jour dans une chapelle. On a consacré d'ailleurs un reportage il y a peu de temps dans nos infos. Qu'en est-il? Pourquoi? Quels sont les bienfaits? Là encore en quelques mots, il nous reste moins une bonne minute, allez, pas plus. Chaufferie bois, voilà, c'est un beau projet. On en voit partout, hein, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'on va avoir la ressource nécessaire? C'est toutes les questions qu'on entend souvent. La forêt du département des Vosges, elle couvre plus de 50% du territoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté. La chaufferie à Matincourt, c'est une petite chaufferie, ce n'est pas une chaufferie qui a une résonance très forte. Mais par contre, elle a des vertus d'un point de vue économique, mais aussi écologique, parce qu'on va travailler localement pour l'approvisionnement. Et on a une ressource qui est plus propre, plus vertueuse, avec du bois d'échiquier. 20 km maximum, 20 ou 30 km? Vosgien. Ce sera effectivement un approvisionnement qui sera vosgien, avec du bois vosgien. On parle de 15 000 euros, 10 à 15 000 euros d'économie par an, c'est ça? C'est à peu près ça. La chaufferie, elle est en fonction depuis l'automne dernier. On espère 10 à 15 000 euros d'économie, ce qui fera un retour sur investissement estimé à moins de 10 ans. Allez, deux dernières questions, vraiment très rapides. Vous êtes donc vice-président de la communauté de communes Mirecourt-Dompierre. Vous travaillez beaucoup sur la valorisation du territoire et du patrimoine, la lutherie, évidemment, avec le dossier en filigrane de l'adhésion patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est vraiment la marque du territoire? La lutherie, c'est le bijou du territoire mercurcien, qui a une résonance nationale et internationale. Et cet engagement pour permettre cette reconnaissance ultime, elle est très importante. Et il y a un travail de fond qui est mené par les élus de la ville de Mirecourt, soutenu par la communauté de communes. Et les parlementaires. Et aussi par les parlementaires, parce que Jean Ingret, le sénateur des Vosges, est aussi à l'origine de ce travail-là. Donc la lutherie, voilà, c'est un bijou du territoire. On doit effectivement continuer à le valoriser, à le promouvoir. On a l'École nationale de lutherie qui a repris une dimension très importante. On en est fiers et le tourisme et la promotion de notre territoire tournent beaucoup autour du tourisme. Et un musée qui a retrouvé, bon an, mal an, les données chiffrées avant le Covid. Toute dernière question. On revient sur votre engagement. On a compris tout ce que vous nous avez dit au départ. Est-ce que cet épisode malheureux que vous avez vécu met clairement en cause votre engagement? Est-ce qu'en clair, en 2026, Joris Suriot, vous serez de nouveau candidat à la mairie de Matincourt? Comment vous vous positionnez aujourd'hui, voire sur d'autres mandats ultérieurs? Est-ce que la vie publique, c'est fini pour vous, ou est-ce que vous êtes en pleine réflexion? L'engagement public, quel qu'il soit, associatif ou politique, il est toujours beau. Et je l'ai toujours favorisé. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui s'est passé en janvier dernier, ça a porté un coup. Je le dis, je suis encore marqué aujourd'hui par cet événement-là. Et la décision de me représenter, ce sera une décision qui sera personnelle. Mais j'aime profondément Matincourt. On a, avec les élus et les agents de la commune, réalisé beaucoup de beaux projets. On a parlé de la chaufferie bois, mais j'ai aussi en tête la résidence senior qu'on a pu mener à Matincourt, un magnifique projet solidaire. Et donc, voilà, j'ai besoin encore un peu de temps. J'apporterai une réponse définitive dans les toutes prochaines semaines. Je la réserverai à mes élus et aux habitants de Matincourt. Donc la décision n'est pas prise aujourd'hui, clairement? Elle n'est pas prise, je suis en période de réflexion. J'ai besoin de cette période-là pour prendre une décision qui soit la plus éclairée possible autour de mes proches et des habitants de Matincourt. Joris Suriot, merci d'avoir accepté notre invitation dans ces circonstances pas faciles, bien évidemment. Très bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve lundi prochain avec Manon Delio, la conseillère régionale qui prépare le congrès national des jeunes républicains qui aura lieu à Épinal. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine. Merci encore. Merci.